Bonjour et merci d'avoir patienté. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis Sylvie Chapelle de la société XL Group. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette web formation, web conférence même, qui portera donc sur la conduite du changement et qui durera environ 1 heure. Pour le confort de tous, les haut-parleurs de vos ordinateurs sont coupés, mais n'hésitez pas cependant à poser toutes vos questions via le module de questions-réponses qui se situe en bas à droite de votre écran, en sachant qu'a priori, l'animateur répondra donc aux questions posées en toute fin de session lors du moment imparti. Absolument. Sachez également que les slides de cette session vous seront transmis. Jean-Christophe, bonjour. Tu es donc aujourd'hui l'animateur. Bonjour et bienvenue. Donc j'espère que tout le monde nous entend bien. A priori, nous avons effectué un petit test auparavant. Ça semblait bien fonctionner. Tu es donc, Jean-Christophe, consultant Black Belt Lean. Tu accompagnes depuis plusieurs années de nombreux chantiers de transformation Lean et que tu disposes également donc d'une grande expertise terrain. Voilà donc pour ce qui est de ta présentation. Je profite également pour introduire brièvement la société XL Group. Donc, nous sommes donc un cabinet à la fois de conseil et de formation. Nous sommes spécialisés dans l'amélioration des performances depuis maintenant plus de 25 ans, donc du coup, oui, 27 ans aujourd'hui. Nous proposons donc des démarches d'amélioration des processus à la fois donc d'une façon continue ou par percée via donc différentes méthodologies et notamment donc la méthodologie du Lean et du Lean Six Sigma qui est donc la fusion des deux méthodes. Donc aujourd'hui, sur cette session qui portera sur la conduite du changement, Jean-Christophe fera donc tout d'abord une présentation donc d'une approche globale et puis avec un lien avec donc la démarche Lean et Lean Six Sigma. Suivi donc d'un chapitre sur l'évaluation de l'aptitude au changement dans les organisations, et puis un zoom sur les leviers principaux. Et comme je vous le disais, cette fin de session sera donc consacrée aux réponses aux questions qui seront posées tout au long de la session. Jean-Christophe, je te passe donc désormais la parole et je vous souhaite à tous une très bonne session. À plus tard. Merci Sylvie, donc bonjour à tous. Effectivement, Jean-Christophe Broët, au sein d'XL Consultant depuis plusieurs années maintenant, et j'interviens dans les entreprises pour piloter, accompagner des démarches de changement, des démarches de transformation autour du Lean et du Lean Six Sigma. Donc je vais avoir le plaisir de vous partager cette expérience sur l'accompagnement du changement dans les démarches Lean Six Sigma. Voilà, donc sur le premier thème que l'on va aborder, on va démarrer par les enjeux des démarches Lean et Lean Six Sigma pour les entreprises. Donc en fait, les enjeux sont relativement génériques, même si on peut avoir des précisions selon les secteurs d'activité. On a toujours effectivement une centralisation de ces enjeux sur la notion de performance, d'amélioration de performance en matière de sécurité, qualité, délai, coût. Donc c'est un des premiers axes qui ressort, avec un point d'attention sur le fait de ne pas focaliser les enjeux des démarches Lean en particulier sur l'obtention de coûts. On verra que ça peut être un frein que de focaliser effectivement ces premiers enjeux uniquement sur l'aspect financier et gain financier, en sachant que évidemment c'est le sujet d'accompagnement du changement, donc on va plutôt privilégier les conditions de travail, l'amélioration de l'ergonomie des postes, donc la sécurité, la qualité, la réduction des délais, tout ceci ayant une incidence positive sur les finances de l'entreprise. Voilà, donc ça c'est le premier grand enjeu. D'autres enjeux, effectivement, c'est la simplification des flux par rapport à des organisations qui peuvent être extrêmement complexes, lourdes, où on travaille pas mal sur ces enjeux de simplification. Qui sont mises effectivement en avant. Donc le fait d'apporter des solutions simples, d'être plus rapides, plus efficaces dans le fonctionnement quotidien fait que les entreprises se mobilisent autour de ces enjeux. Un autre enjeu qui peut ressortir, c'est améliorer la relation partenariale avec les clients dans une démarche Lean qui peut être coproduite en quelque sorte avec une implication forte des clients. Et là effectivement c'est souvent le cas dans la logistique. Voilà, donc ces différents enjeux sont relativement classiques, c'est ce que je disais, même si on peut avoir des spécifications particulières en fonction des secteurs d'activité. Ceci dit,
la réussite de ces enjeux ne passera que si le facteur humain est mis en avant, que si les hommes sont au cœur de la démarche, que si les managers portent cette démarche Lean avec les équipes. Et donc, on va voir que c'est beaucoup plus une démarche d'accompagnement du changement de culture d'amélioration continue qu'une démarche Lean centrée sur la mise en place d'outils, même si ces outils-là sont tout à fait efficients, ils n'auront d'effet durable que si les hommes sont au cœur de cette démarche. Voilà, donc toute la problématique de cette webconférence, ça va être d'expliquer en quoi est-ce que l'accompagnement du changement va permettre d'obtenir toutes les performances attendues et les gains attendus des démarches Lean de façon durable en instaurant une culture d'amélioration de la performance pérenne. Donc les différentes étapes, là aussi assez génériques de la démarche Lean, on va en parler maintenant. Il faut bien comprendre que c'est une démarche qui n'a de sens que si elle est dans le temps, donc ça va prendre au moins 2 ans, 3 ans avant que la culture de l'amélioration continue, la culture Lean, trouve des effets tout à fait concrets sur le terrain et qu'on ait une véritable adhésion de l'ensemble des collaborateurs. Le risque, c'est de vouloir aller trop vite. Le risque, c'est de vouloir obtenir des gains financiers de court terme et, on va dire, de mener une démarche Lean tambour battant avec une vitesse trop importante et donc du coup une difficulté d'appropriation des équipes par rapport aux différents changements qui peuvent être menés. Donc on est sur des phases assez longues, donc une première phase qui va durer à peu près 6 mois, où on va travailler sur l'élimination des premiers gaspillages, donc avec des outils que vous connaissez probablement, des outils 5S, sur l'amélioration de l'efficacité au poste de travail, l'efficacité dans un environnement de travail, pour qu'on évite de se déplacer, de chercher. On essaie d'avoir des postes bien organisés pour travailler dans une logique d'efficience. On va aussi travailler sur des outils de résolution de problèmes relativement simples qu'on va mettre en main des équipes, donc les méthodes de résolution de problèmes. Et puis on va essayer de comprendre les principaux points de gaspillage dans les grands flux de l'entreprise avec des outils comme la VSM, la Value Stream Mapping. Voilà, donc éliminer les premiers gaspillages sur une période relativement courte, ça permet aussi d'avoir des résultats concrets, rapides, pour entraîner les équipes dans cette dynamique de changement et d'amélioration continue. Alors évidemment, si on s'arrête là, le soufflet va retomber. Il faut absolument ensuite enclencher une deuxième phase qui va prendre un peu plus de temps, qui en général dure 1 an, une année, où on va mener des chantiers d'optimisation sur un socle qui est solide. Et le socle solide, ça se fait à partir de la démarche 5S, de l'approche 5S, sur l'environnement et sur les postes de travail. Donc c'est important d'avoir cette réflexion-là. On ne peut pas améliorer et optimiser de flux alors que des points importants en matière de sécurité ne sont pas acquis, en matière d'irritants sur les postes ne sont pas acquis. Et donc l'approche 5S, c'est vraiment le socle important qui va nous permettre de construire dans une phase un peu plus importante les chantiers d'optimisation et d'amélioration. Donc on va parler de percée Kaizen, on va parler de chantiers utilisant des outils d'optimisation de flux, comme l'analyse de déroulement, les diagrammes de flux, les diagrammes spaghetti, on va parler d'équilibrage de poste, donc autant de chantiers d'optimisation permettant, là encore, d'aller un peu plus loin et de généraliser cette démarche-là dans toute l'entreprise, en impliquant de plus en plus de collaborateurs. On verra qu'il y a des phases pilotes pour démarrer et puis progressivement une généralisation. Et puis on va passer effectivement progressivement de l'optimisation des flux, de l'amélioration de la qualité, en remontant sur le système de management, en remontant sur l'implication dans le pilotage de la performance des managers avec leurs équipes. Donc là, l'enjeu sur cette phase, sur cette dernière grande phase qui va durer de 12 à 24 mois, c'est de renouer le dialogue entre les managers et leurs équipes autour du pilotage de la performance, de l'accompagnement sur de la résolution de problèmes et de l'instauration d'une culture Lean durable sur l'amélioration continue. Voilà, donc il y a des rituels de management, on va en parler à la fin de cette présentation. Voilà, donc démarche de long terme avec différentes phases permettant de progresser pas à pas dans cette dynamique d'amélioration continue. Donc les conditions de réussite, ce sont des conditions de réussite qui jouent essentiellement sur le facteur humain.
Donc le premier point est assez évident, on en parle dans toutes les démarches, Lean ou pas Lean, mais c'est de mobiliser l'équipe de direction. Si on a des dirigeants qui ne sont pas mobilisés, qui ne sont pas, on va dire, qui n'intègrent pas le Lean comme étant un levier permettant d'atteindre des axes d'amélioration de la performance, c'est un petit peu compliqué pour ensuite mobiliser les équipes en dessous. Donc c'est centrer l'équipe de direction sur ces problématiques, sur des axes de la performance, leur faire exprimer aussi leurs enjeux qu'ils vont ensuite porter auprès de leurs collaborateurs. Donc la deuxième condition de réussite, c'est d'installer un véritable réseau de compétences autour du Lean et de l'installer rapidement. On peut constater que des entreprises engagent des actions, des démarches Lean, font appel à des consultants qui mènent à bien des chantiers. Une fois que les chantiers sont terminés, les consultants partent et on n'a plus rien dans l'entreprise, donc on a le soufflet qui retombe. L'idée qu'il y a derrière, c'est d'installer effectivement des compétences Lean, on va appeler ça des black belts à un niveau pilotage de la démarche, on va appeler ça des green belts pour l'animation de chantiers d'optimisation, et puis on peut avoir des yellow belts sur de l'animation de résolution de problèmes, de groupes de résolution de problèmes avec les équipes du terrain, qui sont souvent d'ailleurs des managers de proximité, ces yellow belts. Donc c'est mettre en main les méthodes permettant de piloter sa démarche amélioration continue, mettre en main auprès des équipes de terrain. Autre condition de réussite, c'est partager les axes d'amélioration, partager les objectifs de performance et comprendre des enjeux. C'est important aussi que l'ensemble des collaborateurs adhèrent à cette nécessité de transformer l'entreprise, de comprendre pourquoi est-ce qu'on a des enjeux sécurité, qualité, délai, coût, qu'est-ce que ça peut nous apporter au quotidien, et donc de faire le lien entre des axes d'amélioration exprimés par une direction et la compréhension au niveau opérationnel de l'intérêt qu'on peut avoir à travailler dans cet axe-là. Voilà, donc d'autres aspects, d'autres conditions de réussite importantes, donc développer la capacité des managers de proximité, des N+1, des N+2, à piloter la performance et à entraîner les équipes. On se rend compte de plus en plus souvent qu'il y a des écarts qui existent dans les entreprises entre les actions managériales et le pilotage des activités et des équipes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des managers qui passent pas mal de temps en réunion, qui font du reporting, qui font de l'administratif, donc qui sont peu disponibles pour effectivement entraîner les équipes, animer les équipes autour d'objectifs de performance. Voilà, donc ce sont des conditions de réussite qui tournent autour du facteur humain, permettant d'installer une véritable culture terrain de l'amélioration continue, gage et conditions de réussite durable. Donc ça veut dire qu'il faut accompagner le changement autour de ces facteurs et on va voir un petit peu plus tard comment. Alors on a vu les grandes phases de la démarche qui prenaient un certain temps et on va voir maintenant la courbe de changement qui va suivre ces grandes phases de la démarche Lean. Alors il faut bien comprendre qu'en tant qu'être humain, on passe par ces différentes phases liées à la courbe de changement. On a toujours de la résistance. La résistance est normale. L'inquiétude est normale au début, dans les démarches de transformation, dans les démarches Lean. On ne sait pas trop où l'entreprise veut nous amener, on ne sait pas trop ce que les dirigeants ont en tête. On a du mal à comprendre un petit peu ces enjeux dans un premier temps, donc on passe par des phases un peu d'inquiétude, de résistance. Alors, on peut rester ou pas un certain temps dans ces phases de résistance. C'est tout l'enjeu de l'accompagnement du changement, de faire passer d'une phase d'inquiétude à une phase d'apprentissage, de compréhension et d'adhésion sur les enjeux et d'implication progressive des collaborateurs. Donc c'est l'intérêt en fait d'avoir des phases pilotes où on va entraîner des équipes qui sont mobilisées sur des chantiers de terrain. Ce sont les équipes qui analysent la situation, qui apportent des solutions concrètes et qui améliorent réellement l'existant et leurs conditions de travail. L'idée étant effectivement de passer assez rapidement d'une phase d'inquiétude de résistance à une phase d'apprentissage et de compréhension de ce qu'apporte le Lean, sans qu'on ait un vocabulaire et un discours qui soient un peu lignifiants, mais avec des exemples concrets d'implication des collaborateurs et de la valorisation des réussites autour des chantiers d'amélioration qui ont été menés par les équipes. Donc cette phase d'apprentissage, c'est la première grande phase de la démarche, sur le fait d'éliminer les premiers gaspillages, de créer et de fédérer les équipes, en tout cas une partie des équipes, pour passer ensuite à une phase de généralisation,
où là, on a réellement une appropriation importante des enjeux de cette démarche et une implication de plus en plus forte des collaborateurs. Et moi, je dois dire qu'on observe aussi une certaine fierté des équipes qui ont participé dans des chantiers d'amélioration et qui viennent expliquer ce qu'ils ont fait, les résultats qu'on a obtenus, en sachant qu'au départ, les premières réflexions qu'on a, c'est pas possible. On n'arrivera pas à changer, on a trop de complexité, on a déjà essayé, ça n'a pas marché. Voilà. Donc le rôle d'un manager et le rôle d'un pilote lean, on va dire, et de tout manager, c'est d'accompagner les équipes pour passer d'une période d'inquiétude et de résistance à de l'apprentissage et à de la compréhension, pour ensuite avoir une réelle appropriation et un réel intérêt à s'engager dans cette démarche lean. Donc cette courbe est normale. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester au fond du trou, quelque part, hein, c'est de rester effectivement au fond de cette courbe. Et donc on va voir qu'il y a un certain nombre de leviers d'action que l'on va activer pour essayer rapidement de passer de l'inquiétude à l'apprentissage et à l'appropriation. Donc l'aspect humain est effectivement fondamental, là, je crois que maintenant que vous l'avez bien retenu. D'ailleurs, c'est une des causes d'échec des démarches lean, hein, quand on constate que ça échoue, c'est que ce facteur humain n'est pas suffisamment valorisé. À la base, les principes lean sont perçus différemment entre les collaborateurs. On a tous, à titre personnel, entendu parler de lean parce qu'il y a dans les médias, au journal du JT ou dans d'autres émissions, des témoignages d'entreprises qui ont mené des démarches lean et des entreprises qui ont aussi échoué. Donc les journalistes préfèrent valoriser les échecs. Donc on a tous, quelque part, avant de mener des actions lean avec cette importance de l'implication des collaborateurs, quelque part une résistance et des doutes sur l'intérêt du lean qu'on peut percevoir comme étant du taylorisme des années 2000, et donc avec ces inquiétudes-là. Autre aspect qui est important dans le facteur humain, c'est que les managers résistent plus que les équipes terrain. Ça, on le constate au départ. On a une réelle inquiétude dans la perte d'autorité, la perte de pouvoir des managers au sein des entreprises. Et donc, il faut leur donner un rôle très important dans cette démarche lean, qui sont souvent des sponsors. On va voir en quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de sponsor dans les démarches lean. Donc, les managers résistent plus que les opérateurs. Il faut les identifier comme étant des accélérateurs du changement et leur donner la capacité à accompagner vraiment leurs équipes dans ces démarches-là. Voilà, donc importance de ce facteur humain. Je vais avancer sur les leviers et puis les pistes. Alors on constate effectivement un certain nombre de dérives. Si vous voulez échouer une démarche de transformation, si vous voulez louper une démarche lean, comment faut-il faire? Il faut aller trop vite sur les chantiers d'amélioration, ne pas effectivement prévoir un temps pour expliquer, former, absorber le changement et le stabiliser. Ça va être important. Donc une des dérives, c'est d'aller trop vite. Autre dérive, c'est absence de communication. Alors, préalable, on n'explique pas le pourquoi, on n'explique pas les enjeux, on n'explique pas la finalité. Et absence de communication aussi tout au long de l'avancement de la démarche. Donc il y a des doutes qui s'installent, il y a des craintes du fait de cette absence de communication et de transparence sur ce qui est mis en place, pourquoi on le met en place. Le manque de préparation est aussi un des risques d'échec. Vouloir mener un chantier lean sans l'avoir préparé, c'est clairement un risque de se planter, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il faut effectivement préparer les équipes, s'assurer que les personnes seront bien disponibles, avoir un sponsor et un animateur sur les chantiers d'amélioration, et puis effectivement essayer de comprendre les gains attendus, d'objectiver un petit peu les résultats que l'on va obtenir, et puis de former les équipes. Donc aller trop vite sur les chantiers, c'est effectivement chercher la difficulté et échouer dans ces démarches. Autre dérive, c'est qu'on peut considérer le lean comme étant uniquement une boîte à outils, c'est-à-dire qu'on va se servir de certains outils localement pour obtenir quelques gains qui peuvent être intéressants, mais qui restent localisés. Et ensuite, on ne fait plus rien. Donc forcément, on va s'essouffler. Voilà, donc c'est une des difficultés. L'approche trop localisée sur une activité, alors que notre site est multi-activité, va aussi faire en sorte que cette démarche va s'essouffler progressivement si on n'a pas une dynamique, si on n'a pas une vision,
si on n'a pas une feuille de route permettant de projeter dans le temps, à court, moyen et long terme, les équipes dans une continuité. Voilà, donc des managers pas impliqués, c'est aussi effectivement une des difficultés, une des dérives qu'on peut constater. Voilà, donc autant les conditions de réussite sont liées aux facteurs humains, et évidemment, les dérives constatées sont aussi des dérives relatives aux facteurs humains. Donc je vous laisse lire les quelques objections que l'on peut aussi entendre de là, au démarrage de lancement de ces démarches Lean, où on est aussi amené à intervenir dans des démarches qui ont quelques années, mais qui échouent, qui se sont effectivement essoufflées. Et voilà, ce sont des exemples d'objections que vous avez certainement entendus. Et effectivement, le Lean, c'est sclérosant. Le Lean, c'est on ne va plus être créatif, on va perdre en souplesse, on va perdre en réactivité, on va avoir trop de procédures, c'est pour l'automobile, etc., etc. Voilà, donc là, c'est évidemment des objections qu'il faut savoir lever de façon très, très simple et très transparente. On va voir quelle façon. Voilà donc sur cette première partie qui présentait un petit peu l'approche globale et l'importance de l'accompagnement du changement dans les démarches Lean sur les enjeux. On va regarder maintenant quelque chose d'un peu plus opérationnel, une partie un peu plus opérationnelle. Je vous propose d'aborder l'évaluation des besoins en matière de changement et de l'aptitude au changement de votre organisation. Comment identifier et évaluer les besoins? Donc on va le voir par rapport à un cycle qui est relativement opérationnel, on va dire, permettant d'identifier dans un premier temps l'évaluation globale de l'aptitude au changement. On va voir s'il y a des outils pour voir la hauteur de la marche à franchir. Est-ce qu'on aura beaucoup de résistance ou pas? Est-ce qu'on a la capacité ou déjà un certain nombre d'opportunités qui vont nous permettre d'aller vite à la transformation et au changement? Ou à l'inverse, est-ce qu'on a beaucoup de résistance? Donc deuxième élément que l'on va aborder, c'est l'identification du qui fait quoi dans notre démarche, dans les différents chantiers. C'est un élément important permettant de ne pas avoir, entre guillemets, de trou dans la raquette sur celui qui fait, celui qui décide, celui qui est informé, ou ceux qui sont évidemment informés, ceux qu'on doit consulter. Voilà, donc, clarifier les rôles et les responsabilités, il y a quelques outils permettant d'avoir une vision très claire sur qui va faire quoi dans notre démarche. Deux autres outils ensuite, permettant là, à titre un peu plus individuel, d'analyser ce qu'on appelle les parties prenantes et de voir les niveaux de résistance que l'on pourra avoir par rapport à ces parties prenantes. Donc ça peut être effectivement des managers, ça peut être des équipes locales, ça peut être des responsables de fonctions support qui sont à un moment donné impliqués. L'idée, c'est d'analyser un peu cette partie prenante pour regarder l'effort à fournir permettant de les accompagner dans le changement. Donc 4 outils que l'on va aborder assez rapidement, un peu plus dans le détail, pour diagnostiquer, pour évaluer votre besoin d'accompagner le changement. Et ensuite, on va avoir des leviers, effectivement. Donc les leviers, le cycle d'accompagnement du changement, ça va passer par des actions de communication. Je vous montrerai pas mal d'exemples là-dessus. De l'implication et de la participation des équipes dans des chantiers d'amélioration. Là aussi, je vous montrerai des exemples. Et puis par de la formation, on en a un petit peu parlé dans cette première partie. On va voir effectivement des exemples de formation Lean, des formations, des compétences Lean sur cette démarche. Voilà, l'évaluation des besoins et puis les leviers d'accompagnement du changement, ça sera la troisième partie de cette conférence. Alors, sur l'évaluation des besoins de changement, on utilise assez régulièrement un outil d'approche globale permettant donc d'identifier et d'évaluer l'aptitude au changement d'un groupe. Donc un groupe, ça peut être un site, ça peut être une entreprise. En tout cas, c'est l'entité qui va engager une démarche de transformation, une démarche Lean. On a 3 thèmes qui apparaissent dans cet outil. On va déjà évaluer le contexte. Est-ce que le contexte est propice au changement? Effectivement, on a quelques questions sur le contexte. Est-ce que l'environnement macroéconomique est favorable? Est-ce que la direction porte les enjeux liés au changement? Est-ce que les équipes comprennent et adhèrent à ces enjeux? Donc on va essayer de comprendre un peu le contexte. Est-ce qu'il est favorable ou pas par rapport à l'accompagnement de changement? Deuxième thème, les compétences des équipes. Alors,
Est-ce que, effectivement, la notion de gestion du changement est quelque chose de complètement nouveau dans l'entreprise, ou est-ce qu'on intègre dans les différents projets que l'on a l'habitude de mener un volet accompagnement et gestion du changement. Donc ça fait partie des questions qui sont posées sur ce thème des compétences des personnes. Est-ce qu'on a des référentiels internes dans l'entreprise liés à l'accompagnement du changement, ou est-ce qu'il n'y a aucune règle, aucune méthode interne sur ce thème-là? Troisième thème, les processus d'action. Donc, est-ce qu'on a déjà vécu des changements qui se sont plus ou moins bien passés? Donc, est-ce qu'on est sur une tendance de succès dans les différents changements, ou est-ce qu'on a subi des échecs, alors sur des démarches précédentes, ou sur d'autres démarches d'optimisation ou d'amélioration, qui ne portent pas ce nom-là? Tout ceci va permettre aussi de voir la hauteur de la marche à franchir, si on a le poids de l'histoire, ou si on a, à l'inverse, quelques ensoleillements par rapport au succès qu'on a eu précédemment, qui sont autant de forces que l'on va valoriser. Donc on va faire des notations de 0 à 5, c'est un peu la logique de la pâquerette. 0, pas du tout, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et ça va nous permettre effectivement d'identifier les différentes actions concrètes à engager par rapport aux besoins d'accompagnement du changement. Voilà donc sur ce premier outil d'évaluer l'aptitude au changement d'un groupe permettant d'agir soit sur de la communication, soit sur le développement de compétences des différentes personnes, soit effectivement sur le fait de renforcer un peu plus les process internes permettant d'accompagner les équipes. Voilà, donc sur ce premier outil, on va passer, on va aborder des outils un peu plus précis, donc que certains d'entre vous connaissent probablement, qui sont pas propres au Lean, mais qui sont plutôt propres à la gestion de projet. C'est l'identification des rôles et des responsabilités dans le cadre de la démarche Lean et dans le cadre des différents chantiers. L'intérêt de cet outil, et vous en avez un exemple présenté ici, c'est de s'assurer que sur les différentes actions, sur les différentes tâches et les différentes activités quelque part de la démarche Lean, sur les différentes phases, on aura bien une personne qui a l'autorité, qui va décider, une personne qui va réaliser, donc c'est le réalisateur. On va avoir aussi des personnes qui vont être consultées, et puis qui vont être contributeurs au chantier, par exemple d'amélioration, et puis on va avoir des personnes qui vont être informées dans le cadre de ces chantiers ou de cette démarche. Donc on a 4 types de responsabilités, l'acronyme étant RACI, réalisateur, autorité, celui qui réalise, celui qui a l'autorité, celui qui consulte et ceux qui sont informés. Voilà, donc c'est un outil qui permet de clarifier les rôles et les responsabilités dans le cadre de la démarche et dans le cadre des projets d'amélioration, avec effectivement comme enjeu d'être très clair sur qui décide, qui va faire, qui contribue et qui est informé. Ça permet d'éviter un certain nombre de pièges, d'erreurs ou d'oublis pour faciliter et pour être un peu plus fluide ensuite dans le déroulement des chantiers et de la démarche. Voilà, donc relativement simple, mais efficace. En tout cas, de bonnes questions à se poser en amont. Un outil qui est un peu plus analytique. Donc, une fois qu'on a identifié les différents contributeurs clés, en quelque sorte, dans cette démarche de transformation, c'est aussi valable sur les chantiers, donc à un niveau un peu plus opérationnel. On peut aborder une autre analyse, qui est ce qu'on appelle l'analyse des parties prenantes, où on va reprendre les fonctions, en fait, directeur des opérations, direction commerciale, responsable du site, manager de l'activité, le responsable qualité, pourquoi pas. Et on va se poser des questions sur le niveau d'impact de ces personnes sur le process ou sur le projet, le niveau d'influence, donc niveau d'impact fort ou faible, ou moyen, niveau d'influence, est-ce qu'il est leader d'opinion ou pas, est-ce qu'il va être supporter, est-ce que réellement il va être favorable au projet, et ou à l'inverse, est-ce qu'il va être bloquant. Et puis le quatrième point et thème qu'on l'a abordé, c'est la nature de la résistance, qui peut être politique, culturelle ou technique, selon les personnes. Alors, l'intérêt de cette analyse-là,
C'est clair qu'une personne qui a un impact fort, qui est leader d'opinion, mais qui résiste et qui est bloquant, on a plutôt intérêt à comprendre ce pourquoi il va résister, qu'est-ce qui va faire qu'effectivement il ne va pas être leader dans le cadre de cette démarche, quels sont les points de résistance, est-ce qu'on est sur des craintes en termes de pouvoir, en termes d'autorité, est-ce qu'on est sur une appréhension par rapport aux enjeux culturels, est-ce qu'on n'est pas prêt à faire face à ce type d'enjeux devant nous, etc., etc. Et donc on adopte des stratégies d'influence en fonction de la nature de la résistance, si la personne a un fort impact et réellement influente sur le projet et la démarche. Voilà, donc c'est une analyse qui reste une analyse de risque quelque part sur le facteur humain, permettant ensuite d'adopter des stratégies d'influence pour faire en sorte que les personnes qui peuvent être bloquantes, mais qui ont un fort impact, soient amenées à adhérer, à comprendre les enjeux et ensuite être leader d'opinion dans le cadre de cette démarche de transformation. Donc les stratégies d'influence en termes de communication, de formation, de sensibilisation, etc., d'implication des équipes. Voilà sur ce troisième outil d'analyse des parties prenantes. Donc on arrive à établir ce qu'on appelle une carte des alliés, c'est simplement positionner qui va être avocat, défenseur quelque part ou porteur des enjeux et valoriser la démarche auprès de ses équipes. À l'inverse, qui peut être opposant, ou quelles sont les fonctions qui peuvent être opposantes ou détracteurs dans le cadre de ces démarches. Et puis on peut avoir des personnes qui sont entre les deux, c'est-à-dire qui ont une perception négative, mais qui sont extrêmement impliquées. Et donc ces personnes-là sont relativement faciles je dirais, à transformer en avocat, quelque part, parce qu'on est souvent sur l'incompréhension des enjeux, sur des craintes par rapport à ces démarches. Donc il faut surtout les rassurer pour que, effectivement, les personnes qui sont identifiées comme étant hésitants, mais impliqués dans leur quotidien, deviennent des avocats de la démarche. Voilà, donc le troisième outil étant l'analyse des parties prenantes, avec la matrice permettant d'identifier l'impact, l'influence et des stratégies d'action, et puis le fait de bâtir la carte des alliés. Le dernier outil que je souhaitais aborder avec vous, c'est un outil un peu plus micro, là encore, où on va identifier pour les différentes fonctions concernées, donc vous avez un exemple sur ce slide, identifier pour les différentes personnes concernées le niveau d'engagement qu'on a pu évaluer au préalable et se poser deux questions. Quel est le niveau d'engagement actuel, donc c'est présenté sous la forme de croix, et quel est le niveau d'engagement requis, c'est présenté sous la forme d'une bulle, d'un point, ce qui va permettre, par exemple, sur le tableau que vous avez devant vous, d'identifier que pour le directeur des ventes, il faudrait que dans le cadre du projet, soit quelqu'un d'enthousiaste, qui apporte un réel soutien auprès de ses équipes, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un positionnement où on a une opposition claire du directeur des ventes dans le cadre de cette démarche de transformation. Donc là encore, on a ensuite des stratégies, des tactiques permettant de faire passer les fonctions concernées de la situation actuelle à une situation requise dans le cadre du projet. Voilà, donc 4 outils permettant d'évaluer les besoins d'accompagnement, un outil un peu macro au niveau de l'entité du groupe pour l'évaluation de la maturité, et 2 outils un petit peu plus précis, le RACI pour identifier le qui fait quoi, l'analyse des parties prenantes pour identifier qui peut être avocat, qui peut être leader, qui peut être opposant, détracteur, etc. Et puis un outil sur l'analyse de l'engagement, du niveau d'engagement, pour identifier le niveau d'engagement requis sur les différentes fonctions clés et le niveau d'engagement actuel de la personne. Alors tout ceci permettant ensuite de clairement rentrer dans cette courbe de l'engagement, de faire évoluer les personnes pour qu'elles passent d'une phase d'interrogation à une phase de compréhension, d'expérimentation et d'adoption de cette démarche-là, plutôt que d'essayer de les maintenir ou en tout cas de les conforter dans leur posture et d'aller sur une courbe de désengagement qui va de la perturbation à la rupture.
Donc le but, c'est effectivement d'intégrer le plus de monde possible dans le cadre de ces démarches de transformation. Voilà, donc les stratégies d'influence, alors c'est ni nouveau ni lié au Lean, hein, ce sont des stratégies d'influence qui sont plutôt utilisées en organisation, en stratégie de développement et en psychologie, hein, pour faire évoluer une personne. On peut effectivement, si on part du bas, créer une vision commune pour effectivement partager les enjeux et faire passer d'une logique individuelle à une logique collective, faire partager, ou en tout cas passer d'enjeux individuels à des enjeux collectifs. Création et partage de la vision commune, ça marche la plupart du temps. Deuxième étape, la négociation, c'est essayer de trouver un compromis en disant on a absolument besoin de toi dans le cadre de cette démarche, regarde ce que ça peut t'apporter. Donc c'est effectivement essayer de partager aussi là par rapport à ces personnes, d'échanger sur l'importance de leur soutien, l'importance qu'ils ne s'opposent pas, qu'ils mettent à disposition les ressources si ce sont des personnes qui sont hiérarchiquement en place dans l'entreprise. On est dans des négociations individuelles, voire collectives, hein, dans ce cadre-là. Donc c'est important aussi, je n'ai pas insisté là-dessus, mais on en reparlera, que les instances représentatives du personnel soient clairement intégrées tôt dans la communication de la démarche et l'accompagnement du changement. L'accélérateur du changement passe aussi par les IRP, les instances représentatives du personnel. Ils peuvent être soit des freins, soit des accélérateurs. À partir du moment où on les implique, où on est transparent et où ils voient l'intérêt que ça peut représenter en matière d'amélioration des conditions de travail, les IRP, la plupart du temps, sont force d'action et soutien des démarches Lean. A l'inverse, si on ne les implique pas et si on tombe dans les pièges du Lean, hein, que j'ai présenté, dans les dérives du Lean que j'ai présenté en début de webconférence, ils vont être force de résistance et effectivement des freins très importants qui peuvent bloquer les démarches Lean. Donc, autre stratégie d'influence, hein, c'est le fait de faire participer les équipes, hein, d'améliorer la confiance, hein, de leur donner confiance dans le pourquoi, le comment de cette démarche et le fait que les solutions passeront par les équipes. Donc, c'est de les impliquer réellement dans des chantiers Lean pour renouer la confiance ou en tout cas faire en sorte que ce soit des personnes qui adhèrent. Voilà, ensuite on peut monter d'un cran, alors s'il est nécessaire, mais on en arrive rarement là, hein, c'est effectivement récompense et punition, hein, donc punition on arrive rarement là. La récompense, on va voir que c'est tout à fait intéressant d'essayer de valoriser les équipes, de partager les succès, de reconnaître les bons résultats, et effectivement sous différentes formes qui peuvent être aussi des formes de rémunération, mais souvent des formes de valorisation des équipes, donc qui est une sorte de récompense. L'amélioration de l'espace de travail, l'amélioration des lieux de pause sont aussi une forme de reconnaissance par rapport aux gains et à l'implication des équipes. Voilà, donc différentes stratégies d'influence. À partir du moment effectivement où on a détecté des résistances au changement, on peut activer ces stratégies d'influence pour impliquer de plus en plus les équipes, en tout cas celles qui freinent. Donc on se pose cette question, où est-ce qu'on en est de la marche du changement? Est-ce qu'on en est à la première marche ou est-ce qu'on en est déjà à la 5e ou à la 6e marche, hein? Donc c'est clair que le but de ces outils d'évaluation, ces outils de diagnostic du changement permet de se positionner sur des marches, sur 7 marches d'escalier, en sachant que quand on est dans le cadre d'une démarche de transformation Lean, effectivement il faut qu'on aille rapidement sur les 3 premières marches, qu'on passe à l'action pour permettre de passer de la marche 3 à la marche 4. Hein, donc le changement commence à faire bouger les lignes, on commence à avoir des premiers résultats. Ce sont des changements et des améliorations progressives à petits pas, où on va constater qu'effectivement ça transforme réellement, on a changé, on a amélioré, et il y a un avant et un après, et une continuité dans le cadre de cette démarche. Donc où est-ce qu'on est de cette étape et de ces marches d'escalier? C'est la question que je peux vous poser par rapport à votre avancement. Soit vous n'avez pas encore engagé de démarche Lean, soit vous êtes réellement avancé, mais vous vous situez à quelle étape de cette marche d'escalier. Voilà, donc effectivement sur l'évaluation des besoins d'accompagnement, on en a parlé, sur les 4 outils de diagnostic. Le rôle et la responsabilité dans le cadre de la démarche Lean
vont être fondamentales aussi à bien clarifier parce que ce sont des personnes qui vont faciliter, qui vont accélérer le changement et qui vont faciliter la réussite de la démarche parce qu'ils ont, au-delà des méthodes et des outils, le comportement adapté permettant d'entraîner les équipes. Donc on a des compétences importantes en matière d'animation, de cohésion de groupe, de cohésion d'équipe à faire passer auprès donc, des fonctions que l'on va voir ici. Donc on a effectivement le réseau des compétences Lean qui apparaît progressivement. Donc on peut appeler ça la ligne d'appui quelque part. La ligne d'appui a une ligne d'action constituée de sponsors, de managers qui vont réellement, de décideurs qui vont réellement avoir l'autorité pour fixer les orientations, définir les enjeux, nommer les black belts et les green belts, s'assurer de leur disponibilité. Donc la ligne d'action commence au niveau des sponsors. On a les managers après, les managers opérationnels, qui vont aussi avoir une fonction importante dans le cadre de cette démarche Lean. C'est tout simplement de piloter la performance, sécurité, qualité, coût, au niveau des flux, en entraînant les équipes, en faisant du management visuel, des briefings, des tours de terrain, donc en instaurant des standards et des rituels de management pour instaurer cette culture de pilotage et d'adhésion des équipes. Et puis effectivement, on a les équipes elles-mêmes qui vont participer au chantier, qui vont être actives dans les chantiers d'amélioration, qui vont remonter aussi les dysfonctionnements et les gaspillages. Donc un point important, c'est que le fait d'avoir des erreurs, le fait de faire des erreurs, le fait d'avoir des défauts, des non-conformités, etc., n'est plus tabou. Une des difficultés dans les entreprises françaises, c'est qu'on a souvent tendance à cacher les difficultés. Donc ce qui va être important dans cette démarche-là, c'est de favoriser la remontée des dysfonctionnements pour pouvoir évidemment les traiter. Donc c'est un des principes du Lean, cette remise en cause permanente par rapport aux problèmes que l'on peut constater sur le terrain. Les équipes sont sur le terrain, connaissent ces difficultés. Il faut effectivement solliciter et favoriser les remontées de ces dysfonctionnements. Et là, c'est un rôle important des managers pour que les équipes se sentent aussi en confiance par rapport au fait de traiter les problèmes au quotidien sans être eux-mêmes remis en question personnellement. Voilà, sur cette ligne d'action. Donc tout ça passe par la formation et la sensibilisation. Donc formation des sponsors, on en reparlera dans quelques minutes, formation des managers et puis sensibilisation des équipes. Cette ligne d'action va s'appuyer sur des compétences Lean qui sont importantes effectivement à mettre en place, qu'on va désigner, former et puis faire monter effectivement en compétences. Donc des black belt Lean qui vont piloter globalement la démarche et qui vont être un peu les garants de la feuille de route du Lean dans l'entreprise en lien avec le comité de direction. Donc c'est un responsable Lean, un responsable d'amélioration continue, directeur de l'amélioration des performances. Voilà, on a différentes appellations des black belt. Clairement, il va aussi animer le réseau de green belt qui vont être des animateurs de chantiers d'amélioration. Donc on va aussi former, mettre en œuvre ce réseau-là et les former de façon tout à fait opérationnelle. Ce sont des formations à action sur des mises en situation, sur des chantiers d'amélioration, pour que progressivement, ils gagnent en confiance et ils soient capables d'être autonomes dans l'animation des chantiers d'amélioration futurs. Les green belt vont ensuite s'appuyer, et là on est plutôt dans une phase à 6 mois, 12 mois de la démarche, sur du yellow belt, sur des yellow belt, qui auront la compétence d'animer des groupes de résolution de problèmes qui peuvent s'enclencher sur des durées courtes, de 2 heures, chaque semaine, permettant d'analyser la fréquence des dysfonctionnements sur la semaine passée, et puis d'enclencher un certain nombre de bonnes questions, de réflexions sur le pourquoi de ces dysfonctionnements, avec des outils de la qualité qu'on connaît bien, les 5M, les 5 pourquoi, l'analyse Pareto, et puis essayer de s'approprier la résolution de problèmes à leur niveau, mettre en place des actions correctives à leur niveau, et éviter de passer trop de temps dans les remontées de dysfonctionnement et d'avoir une réflexion mensuelle ou trimestrielle sur la récurrence de problèmes. Donc là, l'enjeu des Yellow Belt, c'est effectivement de résoudre sur le terrain une grande partie des dysfonctionnements, de les repérer très tôt avec les équipes et avec les managers de proximité. Voilà, donc c'est une question fondamentale qui est posée ici. Dans le cadre de ma démarche Lean,
On doit avoir des sponsors qui sont porteurs des enjeux, qui vont s'impliquer, qui vont assurer le leadership des démarches. On doit avoir des managers impliqués, on doit avoir des acteurs qui sont aussi impliqués. Cette ligne de hiérarchique demande à être formée et sensibilisée, et on va s'appuyer sur des compétences qui vont porter la méthode et qui vont être auprès des équipes pour animer et mettre en œuvre les chantiers d'amélioration. Donc on vient de finir la deuxième partie sur l'évaluation de l'aptitude au changement et les rôles et les responsabilités dans l'accompagnement du changement. Donc on va aborder maintenant la dernière partie où on va effectivement zoomer sur les leviers d'accompagnement du changement. On va voir que ce sont les leviers autour de la communication, autour de l'implication des équipes, autour de la valorisation, autour de la formation aussi, on l'a vu tout à l'heure, de ces équipes-là, avec quelques exemples très concrets. Voilà, donc les 4 leviers d'action, la communication, l'information, la formation et l'implication des acteurs. Donc je vous propose d'aller maintenant sur les exemples, notamment en matière de communication, autour des démarches de transformation. Donc un point qui est important, c'est que, alors il n'y a aucune obligation à ça, mais on peut tout à fait avoir un nom, donner un nom à un projet de transformation qui permet souvent aux équipes de s'approprier et d'adhérer à un projet qui peut s'appeler Agir, qui peut s'appeler le projet TOP, comme transformation, optimisation de process. Donc différents noms qu'on peut proposer. L'idée, c'est que ce soit les collaborateurs qui, effectivement, par des remontées d'informations, baptisent quelque part la démarche de transformation, la démarche Lean, et soient les propriétaires de ce nom-là, puisque ça vient d'eux. Donc c'est intéressant de faire réfléchir, si on a besoin à ce niveau-là, les équipes sur nommer en fait notre démarche de transformation, avoir un logo associé et avoir des valeurs autour de cette démarche de transformation Lean, les valeurs étant celles du Lean, donc l'intelligence collective, la remise en cause permanente et le juste nécessaire, qui peuvent être aussi adaptés à l'entreprise. Et donc qui vont être aussi portés et réalisés dans le cadre de cette démarche de transformation. Donc tout ça pouvant se valoriser ensuite dans des actions de communication concrètes, ça peut être de l'affichage sur les posts, sur les sites, ça peut être sur l'intranet, mettre un certain nombre d'informations, communiquer les orientations, communiquer la démarche, communiquer les valeurs, communiquer aussi les résultats progressivement qui vont être obtenus, et puis faire des témoignages de participants, faire des vidéos sur les chantiers, comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça nous a apporté, comment on s'y est pris pour arriver à ces résultats, et que ce soit les équipes qui témoignent et qui apportent effectivement les pratiques qui ont pu être menées dans le cadre de ces chantiers. Voilà, donc ce qui est important là dans le message, c'est que on commencera à rassurer parce qu'on communique, on commencera à impliquer parce qu'on fait témoigner des personnes, et on commencera à faire adhérer et à faire extrêmement avoir une très bonne participation des équipes, parce qu'on aura aussi une communication sur les gains, sur les résultats obtenus, sur la façon d'y arriver, et quelquefois la démarche, la façon est beaucoup plus importante que le résultat en lui-même, la capacité à créer du travail d'équipe, de la cohérence d'équipe autour d'une problématique commune. Donc ça nécessite un peu de packaging de cette démarche, si on peut utiliser ce terme, de prévoir quelques actions de communication dans le cadre d'un plan de communication, où on va effectivement identifier les grands messages que l'on veut porter, les grandes actions prévues, de la sensibilisation auprès des instances représentatives du personnel, de la sensibilisation auprès des équipes, de la communication managériale, l'utilisation de journal interne où on va régulièrement intégrer un certain nombre d'éléments de cette démarche pour montrer que ça avance, pour montrer la dynamique et pour valoriser les succès. Voilà donc sur quelques exemples en matière de communication. Il ne faut pas le minimiser, ce levier d'action. C'est clairement un facteur de réussite ou un risque d'échec si on ne le met pas suffisamment en évidence. Autre levier d'action, donc ces notions de formation et de montée en compétences, j'en ai parlé tout à l'heure.
Donc le choix des personnes qui vont être les relais ou les référents en ligne ou les référents amélioration dans l'entreprise, les référents amélioration continue dans l'entreprise, est important parce qu'il faut avoir l'envie. Il faut aussi qu'on ait effectivement un certain nombre de compétences de base en matière d'animation de groupe, de capacité à créer du leadership. Les méthodes et les outils peuvent s'acquérir. Le côté humain, le côté relationnel est un petit peu plus compliqué. Donc ça veut dire qu'on a des profils de personnes qu'on va identifier, qu'on va sélectionner. Et c'est tout à fait intéressant d'intégrer le process RH, d'intégrer ces personnes-là dans un process RH avec des entretiens individuels pour évaluer la motivation des futurs black belt, des futurs green belt, de leur présenter un parcours d'intégration, un cursus d'intégration qui n'est pas seulement de la formation, mais qui est progressivement de l'implication dans des chantiers avec du coaching, avec du tutorat, pour que effectivement ils soient opérationnels et tout à fait à l'aise dans le cadre de leur future fonction. Voilà, on peut avoir effectivement la définition de l'aide de fonction, de l'aide de mission, pour intégrer dans les responsabilités et les rôles de l'entreprise ces black belt et ces green belt, afin que ce ne soient pas des fonctions qui apparaissent de façon parallèle avec les véritables fonctions entre guillemets de l'entreprise. Donc l'intérêt là, c'est que ce soit des fonctions pérennes et qu'on les reconnaisse dans l'organisation en ayant des définitions de fonctions, des lettres de mission qui soient claires, validées par le responsable hiérarchique, et qu'on s'assure du temps et de leur disponibilité par rapport à cette fonction. Donc on a vu tout à l'heure qu'un black belt, c'est une personne qui est entre mi-temps et temps plein. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait effectivement le samedi soir, le week-end, ou qu'on fait le lundi soir. C'est quelque chose qui va prendre une part importante parce qu'il y a des enjeux. Il faut que l'organisation et les ressources humaines reconnaissent cette fonction et ses missions et le valorisent au sein de l'organisation. C'est une des conditions de succès. Donc ensuite, on a des parcours d'intégration qui permettent d'avoir de la formation, d'avoir de la mise en place de chantiers et d'aboutir aussi à une certification de compétences. Donc c'est des éléments qui sont extrêmement recherchés aussi par les entreprises, de valoriser les compétences clés, de professionnaliser les parcours d'intégration des black belt et des green belt avec en finalité une logique de certification de compétences au vu des chantiers menés, au vu des résultats obtenus et au vu des méthodes utilisées dans le cadre de ces chantiers. Donc on a des certifications de compétences black belt, green belt. Et XL a été d'ailleurs pionnier en 2003 avec la création de l'université l'INSEE Sigma en co-création avec l'École des mines de Paris, dont la vocation est la certification de compétences. Donc on peut effectivement certifier les compétences des green belt et des black belt au sein de vos entreprises pour professionnaliser et valoriser ces métiers et ces personnes. Donc il y a réellement un engouement sur cet aspect-là. Et les futurs candidats black belt dans les entreprises sont tout à fait motivés pour arriver jusqu'au bout. Donc le deuxième aspect, c'est effectivement, au-delà de la communication, c'est de la formation, de la reconnaissance des fonctions, de la montée en compétences des différentes personnes. Le troisième levier, c'est l'implication des équipes dans les chantiers d'amélioration, donc qu'on peut appeler des chantiers Kaizen, des chantiers par percée, à gain rapide, sur une durée courte, donc ce sont en général des durées de 5 jours sur le terrain qui demandent la préparation en amont, de la mise en place du chantier avec une mobilisation des équipes pendant 5 jours et ensuite du suivi sur 30 jours des actions restantes. L'intérêt, c'est que pendant ces 5 jours, on fasse de la mesure, de l'analyse de la situation, d'identification des gaspillages, d'analyse des causes, mais qu'on fasse aussi de la mise en place, de la réflexion de solutions, de la mise en place des solutions avec les équipes qui participent activement à la transformation de leur espace de travail, de leurs activités, de leurs flux. Donc c'est ce qu'il y a de plus performant et de plus percutant en matière de compréhension des enjeux et de ce qu'est le Lean. C'est parce qu'on est impliqué dans les chantiers d'amélioration et ensuite on va être porteur de la bonne parole auprès de nos collaborateurs ou auprès de nos collègues autour de nous en expliquant comment on s'y est pris.
Voilà, donc on met l'accent sur la transformation physique dans le cadre de ces chantiers. Alors ça veut dire aussi qu'il faut avoir une capacité à se remettre en question parce qu'on est un peu à la limite de sa zone de confort quand on est sur des chantiers Kaizen. On entend souvent au démarrage des chantiers, on n'y arrivera jamais, on a déjà réfléchi, voilà, on n'arrive pas à trouver la solution. Donc ça veut dire qu'il faut penser différemment les flux, il faut penser différemment l'implantation des postes. Et c'est bien parce qu'on passe du temps sur l'observation des gaspillages, qu'on prend conscience de la situation, mais qu'on a aussi des personnes un peu extérieures aux activités que l'on essaie d'optimiser. Donc ça peut être des fonctions support, ça peut être des personnes du siège qui sont au même niveau que les autres, mais qui vont apporter un regard neuf où on peut trouver des nouvelles solutions, penser différemment pour effectivement apporter des améliorations et des solutions concrètes. En tout cas, c'est un travail d'équipe, comme vous allez le voir juste maintenant, qui suit un cycle classique de pilotage des actions d'amélioration sur les phases du DMAIC, définir le lundi, donc définir nos objectifs, comprendre effectivement la logique du Lean et les outils que l'on va utiliser, adhérer aux enjeux. Donc ensuite, on a le mardi, donc ça suit les jours de la semaine, la mesure faite par les équipes sur le terrain, donc observer les gaspillages. Et c'est pas rare qu'on ait plusieurs centaines de mesures, des observations en temps réel prises par les équipes pour identifier les différents dysfonctionnements et les gaspillages. Ensuite, on a le mercredi de l'analyse de dysfonctionnement, où on va faire des synthèses, des familles de principaux problèmes, mettre en évidence les principaux points de gaspillage, préconiser des solutions les mercredis après-midi, et jeudi, mettre en place ces solutions avec des fonctions support comme la maintenance, les techniques, les méthodes, où l'on va effectivement transformer le terrain, la zone de travail, etc. On met réellement en action les solutions. On va aussi commencer à standardiser, à créer les standards au fur et à mesure de la journée pour que le vendredi, on teste et on finalise ces standards au vu des résultats qui ont été testés le jeudi et le vendredi matin. Voilà, donc ça suit cette phase du DAMAC, c'est extrêmement structuré. Il y a un ordre du jour et un agenda des percées Kaizen qui sont réalisés jour par jour. C'est ce qui permet aussi que pendant cette semaine-là, les personnes restent mobilisées, c'est qu'on garde le cap par rapport aux enjeux et aux gains attendus et que l'on fasse le dernier jour l'évaluation des résultats qui ont été obtenus par rapport aux gains qui sont attendus. Alors en matière de sécurité, d'ergonomie, quelles sont les améliorations constatées, de temps, est-ce qu'on a gagné ou pas, est-ce qu'on se déplace moins, est-ce qu'on est moins fatigué, est-ce qu'on est plus productif. On se rend compte que la productivité est la conséquence des différentes actions d'amélioration qu'on a pu mener sur la sécurité, sur la qualité et les délais. Voilà, donc des exemples que vous voyez en photo, donc sur l'implication des acteurs, donc sur les phases de mesure où vous avez différents post-it qui ont été collectés, qui remontent les informations, en analysant ensuite ces informations, et puis des actions terrain, une fois que les solutions ont été définies avec les équipes, la mise en place de la transformation terrain, et donc des standards qui sont formalisés en général en fin de journée. Les personnes des méthodes et de la qualité sont aussi là pour appuyer sur la mise en forme de ces standards et la validation de ces standards par les équipes au niveau des phases tests. Voilà, donc les conditions de réussite de ces chantiers Kaizen, c'est effectivement un portage par la direction, ça c'est clair, qui va valider l'intérêt même de mener ces chantiers par rapport aux gains attendus. Ça c'est un point qui est important, mais qui va aussi suivre l'avancée, le bon déroulement régulièrement sur le terrain de ces chantiers d'amélioration. Donc une équipe impliquée et volontaire, donc ça c'est un élément de base, mais donc c'est à l'animateur et aux sponsors et aux responsables aussi à expliquer les enjeux, à expliquer ce qu'on attend des collaborateurs dans le cadre de ces chantiers Kaizen. Et en général, on a plutôt des difficultés à les freiner qu'à les mobiliser. Donc les gens du terrain sont extrêmement motivés à partir du moment où on les implique et ils voient où on veut aller et qu'on parle concret, qu'on parle gaspillage, qu'on parle irritant et qu'on est là pour traiter des situations qui les pénalisent au quotidien et qui font qu'à un moment donné, on passe du temps à gérer des problèmes plus qu'à travailler sur notre boulot tous les jours. Voilà, donc des équipes impliquées volontaires qui sont disponibles sur le temps du chantier et un animateur qui est également à plein temps sur le chantier Kaizen. Si ça dure 5 jours, il est mobilisé 5 jours. Les équipes sont également mobilisées 5 jours. Donc la méthode a du sens, le respect de la méthode a du sens. On voit concrètement que si on respecte la méthode, on obtient un résultat. Si on sort de la méthode, on dérive, on perd du temps,
il y a beaucoup de discussions infructueuses. Voilà, donc restez sur la méthode, restez sur l'agenda du chantier Kaizen. Et effectivement, on va aussi communiquer avant le chantier pour mobiliser, pendant le chantier pour montrer l'avancement et après le chantier pour valoriser les gains. On a des restitutions de chantier Kaizen aussi auprès du comité de direction. Et ce sont les équipes qui, en quelques slides, viennent expliquer comment ils s'y sont pris, les différentes étapes et les gains obtenus par rapport à la situation précédente. Et c'est là où on peut voir toute la fierté exprimée par ces équipes du terrain qui ont pu être à un moment donné ont manqué d'écoute ou qui là prennent effectivement la parole dans cette situation-là et n'ont pas de difficulté à s'exprimer auprès d'un directeur de site pour valoriser des gains pour lesquels ils ont effectivement travaillé pendant un certain temps. Voilà, donc sur ces conditions de réussite des chantiers Kaizen, donc on a vu la communication, on a vu la formation, on a vu l'implication des équipes dans le cadre des chantiers d'amélioration. La difficulté que toute démarche Lean va aussi connaître, c'est à un moment donné, il faut maintenir la continuité, il faut maintenir dans la durée cette dynamique et éviter d'avoir des courbes un petit peu descendantes là en matière de dynamique dans les chantiers. Comment faire ça? Alors, on utilise trois points qui sont vraiment fondamentaux dans le Lean. Il faut d'abord avoir des standards. Les standards, c'est la mise à plat de façon simple et visuelle au poste de travail des bonnes pratiques permettant de garantir les performances. Donc ces standards sont élaborés dans le cadre des chantiers Kaizen. Ça permet d'éviter de reculer parce qu'on a les points de repère par rapport aux changements qui ont été réalisés, partagés par les équipes et faits par les équipes. Ce sont des points de repère pour que les managers s'assurent qu'il n'y a pas de dérive face aux nouveaux standards qui ont été créés par les équipes. Si jamais il y a des dérives, on va faire évoluer, d'abord comprendre pourquoi, mais peut-être faire aussi évoluer les standards, parce que les dérives sont quelquefois meilleures que la situation actuelle. On n'avait pas prévu un certain nombre de choses. Ou s'il y a des dérives qui sont injustifiées, le standard permet aussi de remettre sur les rails les éventuels écueils ou écarts par rapport au non-respect des standards. Donc, les standards permettent de stabiliser et de progresser à chaque changement, à chaque transformation. On a des standards qui évoluent au fur et à mesure des besoins. Deuxième aspect qui va être important, c'est sur le management visuel, le pilotage de la performance, donc l'animation réellement des managers avec leurs équipes qui vont piloter au travers d'outils visuels la performance, communiquer auprès des équipes chaque jour ce qui a été fait la veille et les objectifs de la journée et passer des consignes pour qu'effectivement il y ait une réelle adhésion aussi des équipes, une implication. On connaît les enjeux, on connaît les objectifs, on sait où on en est, on sait quoi faire pour atteindre les objectifs de la journée. Voilà. Puis le troisième levier pour progresser en continu, c'est des boucles d'amélioration courtes, c'est-à-dire c'est être capable d'utiliser des résolutions de problèmes terrain permettant de détecter rapidement les dysfonctionnements, d'en analyser les causes avec les équipes et de trouver des actions correctives pratiques mises en place aussi par les équipes terrain. Donc voilà sur ces leviers d'action en fait. On va conclure cette conférence puisqu'on arrive à la fin du temps imparti. Donc en matière de synthèse, je souhaitais mettre l'accent sur 8 étapes du changement qui viennent un peu reprendre ce que je viens de dire. La première étape dans le changement, c'est créer une situation d'urgence. On ne peut pas entraîner les équipes dans le changement si on dit oui, le changement c'est dans 2 ans. Non, le changement c'est maintenant. Sans paraphraser personne. Donc on va créer un sens de l'urgence, on va expliquer pourquoi le changement est important, quels sont les enjeux et partager ces enjeux. Donc créer un sens de l'urgence. Deuxième point qui va être important dans le changement, c'est avoir une équipe soudée. Les black belts, qui vont être un peu le fer de lance de la démarche Lean et les green belts, c'est le fait de fédérer cette équipe, d'avoir une équipe soudée, de faire du team building, c'est extrêmement important, au-delà de l'aspect outils et méthodes, le fait que cette équipe-là s'entende bien, se comprenne bien, soit capable de parler, de s'exprimer, de dire les choses, c'est un élément qui va être aussi un facteur clé de succès. On comprend l'urgence, on crée des équipes soudées, et ensuite on peut élaborer la vision, communiquer sur la stratégie, la formuler, la communiquer, pourquoi on doit changer, dans quel sens on doit aller, et effectivement avoir une logique de communication, c'est la quatrième étape, à grande échelle pour expliquer
et faire adhérer les équipes autour de ces besoins de changement. Donc la 5e étape, c'est mobiliser, on l'a vu dans le cas des chantiers Kaizen, mobiliser les troupes pour agir concrètement sur la transformation. Donc il ne faut pas prendre trop de temps entre la communication, l'explication et puis le passage à l'action, sinon vous allez créer des attentes et probablement de la frustration. Donc il faut passer vite à l'action, en tout cas, mais ne pas aller trop vite dans l'action, c'est aussi ça. La démarche Lean est aussi une démarche pas à pas, une démarche continue, d'amélioration continue, avec des gains rapides sur les chantiers, mais aussi de la culture Lean progressive. Donc mobiliser les troupes et agir dans les chantiers d'amélioration. Et puis effectivement, culture d'amélioration quick win qu'on va essayer de valoriser, qu'on va valoriser. Les gains, il faut qu'ils soient communiqués, partagés, échangés. Il faut que les équipes soient mises en avant pour favoriser cette adhésion. C'est la 6e étape. La 7e étape étant la dynamique, c'est-à-dire avoir dans le pipe des chantiers d'amélioration des projets qui viennent progressivement s'alimenter. Ne pas être à sec dans ce pipe, dans cette feuille de route des chantiers Lean. Donc ne pas laisser le doute s'installer. C'est de maintenir cette dynamique par de nouveaux chantiers, donner confiance dans la capacité à étendre, à généraliser cette démarche d'amélioration. Et on a souvent tendance, et je vous conseille réellement, à passer de la production aux fonctions support, aux fonctions du siège, pour que la démarche soit réellement une démarche de lean management, qui ne soit pas uniquement sur les opérations physiques de transformation, mais également les fonctions support, donc la DRH, les achats, les finances, permettant d'aboutir à la 8e étape, qui est finalement sans fin, c'est de créer une nouvelle culture dans l'entreprise, faisant en sorte que l'ensemble des fonctions soient entraînées dans cette culture de l'amélioration continue, dans cette culture de la performance, dont le but est de satisfaire les clients et d'améliorer les conditions de travail et d'améliorer aussi la sécurité, la qualité, les délais et les coûts. Voilà, et puis pour le mot de la fin, je citerai Socrate, c'est juste pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne change pas, c'est le besoin du changement, puisque Socrate, on remonte à 2500 ans, donc il disait que le secret du changement, c'est de concentrer toute son énergie, non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. Je vous laisse méditer sur cette phrase, et c'est avec plaisir donc, que j'ai animé cette heure sur l'accompagnement du changement. Merci Jean-Christophe. Alors désolé, on a un petit peu dépassé le timing, mais c'est vrai que c'était vraiment un thème très intéressant. Merci pour cette belle présentation. Peut-être qu'on peut simplement conclure aussi sur du coup un petit mot par rapport à la formation du coup que tu animes et que donc d'autres de tes collaborateurs également voilà, sur la conduite de changement. Voilà, donc effectivement, au vu de l'importance de ce thème, on a initié pour 2016 une formation dans le catalogue XL qui s'appelle Initier et piloter la conduite du changement de 4 jours en 2+2 jours. L'intérêt, c'est de pratiquer le changement dans cette formation, donc elle va être très très active et très concrète, où on va mettre en situation les personnes dans des chantiers d'amélioration, leur faire jouer le rôle d'animateur, expliquer aussi les méthodes d'évaluation des besoins, d'accompagnement du changement, c'est de mettre en main aussi ces outils et ces leviers permettant de réussir le changement dans le cas des démarches de transformation. Voilà, donc ça s'adresse à des pilotes Lean, ça s'adresse aussi à des managers, à des directeurs qui veulent initier et piloter la conduite du changement. Voilà, alors je précise également que cette formation est possible donc en inter-entreprise, en intra-entreprise et puis également sous formule sur mesure. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez du coup une question ou en tout cas un besoin auquel nous pourrions répondre. Je vois qu'il y a encore énormément de personnes connectées. Jean-Christophe, sans abuser de ton temps, est-ce que tu auras encore quelques minutes à consacrer pour quelques questions, réponses aux questions si c'est possible, on peut en prendre quelques-unes, bien sûr, juste voilà. Avec grand plaisir, oui. Alors voilà, une première qui a été posée, comment faire un chantier si on ne peut pas arrêter une ligne de production? Oui, alors c'est effectivement une très bonne question. Alors soit on peut avoir différentes lignes de production en parallèle, et dans ce cas-là on peut en arrêter une. Si on n'a qu'une ligne de production, on va faire ce qu'on appelle une salle de simulation, c'est-à-dire qu'en fait on va faire des maquettes quelque part de la ligne de production avec les machines dans une salle à part en fait, où on va essayer de créer en conditions réelles, en conditions opérationnelles cette ligne. Alors c'est souvent des choses qui sont en carton ou qui sont en bois en fait. On a des
des différents outils permettant de simuler, de reconcevoir cette ligne pour ne pas l'arrêter. Et puis on va essayer de se rapprocher de la situation la plus réelle possible pour observer. Alors déjà, on observe le changement sur le terrain, en fait, sur la ligne de production. Donc là, tous les gaspillages, on peut les observer. Mais ensuite, pour la reconfiguration et la solution, c'est là où on fait effectivement, on crée cette ligne fictive. Et puis on va faire des tests sur cette ligne fictive, permettant ensuite de basculer rapidement, une fois que ça a été testé, sur des changements opérationnels au niveau de la ligne de production. Voilà, donc c'est assez classique, ça existe effectivement ce type de situation. La question est tout à fait pertinente, mais on va simuler cette ligne fictive dans une salle où on va effectivement tester, par exemple on va tester les nouvelles implantations, on va tester de nouveaux postes, et la ligne continue dans la pratique, mais on a effectivement une salle de simulation. Merci. Alors une autre question, comment opter pour la méthodologie la plus adaptée, donc entre parenthèses Lean ou Lean Six Sigma, afin d'optimiser la conduite de changement? Oui, donc c'est une excellente question en fait qui est posée là. Je vais vous donner un exemple en fait d'une entreprise que l'on accompagne et qui avait démarré leur démarche d'amélioration par du Six Sigma, par du Lean Six Sigma. On est en mode projet sur des projets d'amélioration de processus. Donc on a des chefs de projet. Les projets vont durer 6 mois pour les Green Belt, de 6 mois à 1 an pour les Black Belt, Lean Six Sigma. Et les gains attendus des projets, ça varie de 50 000 à 100 000 euros pour les Green Belt et au-delà de Black Belt au-delà de 100 000 euros pour les Black Belt. Le problème qui s'est posé à cette entreprise, c'est qu'ils étaient en mode projet en permanence. C'est-à-dire que c'est un projet déterminé, le chef de projet qui avait acquis sa compétence Black Belt partait. Alors partait soit parce qu'il était amené à occuper d'autres fonctions dans l'entreprise, soit partait à l'extérieur pour valoriser sa fonction de chef de projet Black Belt. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés au bout de 2 ans sans avoir plus aucune compétence de Black Belt Lean Six Sigma en mode projet, mais sans avoir non plus aucune culture terrain de l'amélioration continue. Le constat et la conclusion de ça, c'est que pour installer une démarche culturelle, il vaut mieux commencer par du Lean, où là on est sur le terrain avec les acteurs, on parle d'amélioration continue, on transforme le terrain, on installe des réflexes et la pensée Lean, et ça c'est concret, et là c'est culturel. Et ensuite, une fois qu'on a de la maturité là-dessus, qu'on a mené des chantiers, on peut parler de projets d'optimisation de process avec le Lean Six Sigma. On va utiliser des outils statistiques pour améliorer la performance des process, mais qui demandent une certaine maturité et qui ne sont durables et solides que si la culture d'amélioration continue a été installée sur le terrain avec le Lean. Alors merci, je vois qu'il y a toujours beaucoup de personnes connectées. Si vous avez donc la possibilité d'assister encore à quelques réponses aux questions, n'hésitez pas. Nous en prendrons donc une troisième. Comment éviter que les démarches s'essoufflent? Alors effectivement, j'y ai rapidement répondu. Donc on a des entreprises dans le secteur automobile, l'aéronautique, qui ont depuis plus de 10 ans mené des démarches Lean et qui peuvent à un moment donné s'essouffler. Alors il y a 2 réflexions par rapport à ça. Le contexte est évidemment évolutif dans les entreprises. Donc on a effectivement une démarche qui peut à un moment donné être routinière. On peut avoir instauré des standards qui peuvent être routiniers, mais on ne capte pas l'évolution du contexte, les enjeux technologiques, les enjeux concurrentiels économiques, qui à un moment donné vont faire qu'on a besoin de faire évoluer nos pratiques, on a besoin de répondre mieux à des délais clients qui sont de plus en plus exigeants, typiquement en matière de conception, dans des entreprises d'ingénierie, où on avait des délais qui étaient souvent de 1 an. Aujourd'hui, parce qu'il y a la concurrence chinoise, on passe de 12 mois de délai de conception à 3 mois de délai de conception avec les mêmes produits. Donc les Chinois sont capables de passer à 3 mois. Voilà. Donc si on reste sur les acquis en matière de démarche Lean, on va avoir des process qu'on a optimisés pour être capable de répondre en 12 mois, qui il y a quelques années répondaient à des exigences clients du marché. Tout ça évolue parce que les concurrents évoluent. Si on n'est pas capable de remettre en question notre démarche Lean pour adapter et évoluer par rapport à ce contexte-là, effectivement, on peut avoir du souci. Donc, pour dynamiser une démarche Lean qui peut avoir tendance à s'essouffler, c'est être à l'écoute du marché, avoir des process qui soient adaptés aux exigences du client
qui soit suffisamment souple et réactif, mais ça fait partie des principes du Lean, pour répondre à des exigences de plus en plus dures, en quelque sorte, tendues des clients sur les délais, les coûts et la qualité. Premier point. Deuxième point, c'est avoir une vision dans cette démarche. Une démarche Lean qui s'essouffle, c'est une démarche qui est de court terme. On n'a pas anticipé les chantiers moyens et long terme. On ne s'est pas inscrit dans une culture de l'amélioration continue. On n'a pas installé le pipeline, en quelque sorte, des projets d'amélioration. Et on n'a pas impliqué les équipes. Donc on est sur une démarche court terme qui va s'essouffler parce qu'on a fait peut-être un diagnostic, on a 4 chantiers qui sont sortis du diagnostic, qui ont été menés, et après on n'a plus rien dans la continuité. Donc pour pas que ça s'essouffle, il faut simplement respecter ce que je vous ai dit depuis une heure, c'est-à-dire communiquer, adhérer, former, impliquer les équipes, travailler sur du concret, de l'amélioration continue de terrain, avoir une vision, une implication de la direction qui soit concrète aussi sur le terrain. Tout ça permettant de durer dans le temps et de faire en sorte que la dynamique soit réelle. Merci Jean-Christophe. Alors je vous propose du coup de prendre une toute dernière question. Comment entraîner les réticents pour qu'ils adhèrent au Lean ? Alors, à titre individuel, et ça c'est déconnecté de toute démarche de transformation, en France, on a plutôt tendance à résister au changement. Le village gaulois est bien connu, mais ça c'est pour tout le monde en fait. Donc, par contre, ce qui va nous faire accepter le changement, c'est pas ce qu'on va nous dire, c'est parce qu'on le vit en fait. Donc, c'est appliquer, répondre à cette question, comment entraîner les réticents pour qu'ils adhèrent au Lean, c'est les impliquer dans les chantiers d'amélioration, c'est qu'ils voient eux-mêmes tout le bénéfice du Lean. On a vécu la semaine dernière, c'est un exemple très concret, cette situation-là, où on avait sur une ligne une personne qui était démobilisée. On avait 7 personnes qui étaient sur la ligne, dont une qui était démobilisée. On l'a impliquée dans un chantier Kaizen, en fait, parce que c'est une personne qui avait réellement une compétence, ça faisait 20 ans qu'elle était là, mais elle n'arrivait plus à se mobiliser. Donc à la fin du chantier Kaizen, elle nous a dit quelque chose qui m'a marqué, elle nous a remerciés, parce que d'abord, on l'avait entendu, on avait entendu le fait qu'elle était démobilisée, qu'elle n'était pas satisfaite sur son poste. On lui avait redonné un nouveau souffle dans l'entreprise ou au sein de l'équipe, et elle avait participé à des solutions sur des problématiques qu'elle remontait depuis des années et qui n'avaient jamais été prises en compte. Donc, meilleure façon d'impliquer, c'est, de faire adhérer, c'est d'impliquer les acteurs dans des actions d'amélioration concrètes. Voilà. Merci à vous. Bien, merci Jean-Christophe. Merci d'avoir du coup débordé un petit peu sur ton temps pour pouvoir répondre à ces questions. Ouais. C'était vraiment une riche présentation. Merci à toutes et à tous du coup d'avoir suivi cette session et aussi de votre patience par rapport au timing un petit peu dépassé. Sachez que les webconférences d'XL Group continueront en 2016. Donc à partir de janvier, nous ne manquerons pas de vous envoyer du coup une invitation pour donc la prochaine qui aura lieu, je pense, courant janvier, peut-être deuxième ou troisième semaine du mois de janvier pour débuter l'année. Merci encore Jean-Christophe, passez une très bonne fin de journée, une bonne après-midi et puis j'espère du coup à bientôt en 2016. Voilà, très bonne journée et puis bon week-end à vous. Au revoir, à très bientôt. Bon week-end, au revoir.